Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion. Qu'est-ce qu'Oser la reconversion ? C'est le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Sylvie, fondatrice de Sparkly Agency. Sylvie est devenue wedding planner après avoir été acheteuse dans le prêt-à-porter. Sylvie est entrée par la petite porte, comme elle le dit dans le prêt-à-porter. Après avoir été vendeuse chez Morgan, elle décide de reprendre ses études et de faire une école de commerce pour réaliser son rêve, devenir acheteuse. La concurrence est rude. Elle ne trouve pas de poste à la sortie de son école de commerce. Elle souhaite absolument travailler dans le prêt-à-porter et prend finalement un poste en approvisionnement logistique chez Morgan avec pour objectif de gravir les échelons en interne. C'est ce qu'elle fait et elle devient finalement acheteuse produit chez Morgan puis Jennifer. Elle voyage à New York, Séoul pour décrypter les dernières tendances, gère les relations avec les fournisseurs, s'assure de la qualité, visite les usines pour s'assurer des conditions de travail. Après 4 ans, elle ne se retrouve plus dans le management, les prises de décision et elle ne se sent plus alignée avec la fast fashion. Elle décide de devenir wedding planner et de déménager à Bordeaux. Le déclic, le renouvellement de ses vœux avec son mari, une sorte de mini-mariage à l'occasion de leurs 10 ans de mariage. Alors avec Sylvie, on a parlé de ses voyages à travers le monde pour détecter les tendances, comment gravir les échelons quand on n'a pas de diplôme, ses conseils pour se faire un réseau et devenir wedding planner, ses anecdotes de mariage. Vous allez voir, Sylvie a une énergie incroyable et est super touchante. Une grande leçon de persévérance, de courage et d'optimisme. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sylvie. Bonjour Sylvie, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour Rose, merci de m'accueillir. Je suis ravie de te recevoir. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors actuellement, je suis wedding planner, enfin plus largement event planner à Bordeaux. Donc en fait, j'organise des événements de tout type, mais principalement des mariages. Alors, c'est un métier qui fait rêver et ton premier métier faisait aussi rêver. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Alors oui, j'ai effectivement la chance de mettre des paillettes dans dans les yeux des filles surtout. Alors mon premier métier était un métier dans le prêt-à-porter, donc mon dernier poste dans le milieu du prêt-à-porter était chef de produit. Donc, en gros, un chef de produit, c'est vraiment j'avais la casquette marketing, donc avec l'analyse et le suivi, l'analyse de mes ventes, le suivi des ventes et la partie achat pour tout ce qui allait être sourcing, fournisseur, la gestion d'un budget, être garante de ma marge et de la qualité des produits commandés. Avec saupoudrer tout ça d'une grosse veille en termes de style pour se tenir informé des tendances, des dernières sorties, voilà, de tout ça. Et donc, tu travaillais chez Morgan ? Oui, j'ai commencé mon parcours professionnel dans le prêt-à-porter. Je suis rentrée vraiment par la petite porte au niveau du. Alors, ils vont pas être contents s'ils entendent ça, mes anciens boss, mais au service approvisionnement, où j'ai fait 2 années donc chez Morgan. Et ensuite, j'ai enfin mis, alors quand je dis enfin parce que ça a été un parcours de longue haleine, hein, j'ai enfin mis un pied au service achat, mais encore une fois par la petite porte, donc en tant qu'assistante au service. J'ai toujours été dans le département du t-shirt. Et j'ai fait 1 an et demi sur ce poste, 1 an ou 1 an et demi. Ensuite, je suis passée acheteuse. Et en fait, sur toute cette période-là, j'ai fait 7 ans chez l'entreprise, enfin chez Morgan. Et ensuite, j'ai terminé mon parcours dans le domaine du prêt-à-porter chez Jennifer, donc fast fashion jeune fille. Et sur les 3 dernières années, c'est là où j'ai vraiment pu avoir ma casquette sur des missions plus globales de chef de produit acheteuse. Alors, c'est un métier où tu as pas mal voyagé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, alors j'avoue que ça, c'est la grande chance de ces métiers. Donc sur la première partie, quand j'étais acheteuse, j'avais surtout des voyages liés au sourcing et au développement produit. C'est-à-dire qu'une fois que la styliste dessine les croquis, que la collection a été validée par la direction artistique, et qu'on lance du coup on appelait ça des dossiers techniques. Il y avait toujours donc une première partie sourcing et après il y avait une partie voyage pour découvrir les prototypes, aller rencontrer les fabricants, visiter aussi les usines et avoir aussi une grosse session de négo sur place. C'est toujours plus simple de négocier, de checker la qualité sur place plutôt qu'à distance. Donc ces voyages sourcing, ils étaient principalement faits en Asie, donc à Shanghai.
Donc avec Morgane, c'était plutôt axé Shanghai, et après avec Jennifer, c'était plus, on avait un bureau d'achat à Hong Kong. Donc c'était Hong Kong, Bangladesh. Le plus gros regret que j'ai peut-être sur ces 10 années d'expérience, ça a été de ne pas pouvoir aller en Inde, parce que c'est un sourcing hyper particulier pour tout ce qui va être de la broderie, du fait main, de l'embellishment avec des petites perles. Tout ça, généralement, c'est fait en Inde, avec aussi des techniques de tie and dye et tout. Et c'est vrai que du coup, les planètes se sont jamais trop alignées pour que ce soit moi qui y aille. Et dans les voyages au-delà du sourcing, et ça je l'ai surtout eu sur la deuxième partie avec Jennifer, c'était les shoppings. Alors ça, j'avoue que c'était assez incroyable, parce que quand on dit qu'on part à New York une semaine pour faire du shopping, bon, voilà, c'est vrai que du coup, c'était quand même hyper chouette. Donc, je me suis retrouvée une semaine à New York pour faire du shopping. On s'est retrouvés une semaine à Tokyo, 3-4 jours à Séoul, et puis sans parler du coup des shoppings européens, où au moins une fois par mois, on allait à Barcelone, on allait à Londres. Ça, c'était pour voir les nouvelles tendances, en fait? Exactement. On définissait, alors par exemple New York, Tokyo et Hong Kong. Nous, on avait vraiment défini par exemple Hong Kong et Tokyo, enfin Séoul, pardon, Séoul et Tokyo, comme vraiment les précurseurs en termes de tendance, en termes de matière, en termes de coupe, en termes de style, même de lifestyle. Et du coup, c'était important pour nous d'aller voir ce qui s'y passait, pour s'inspirer et puis pour pouvoir l'adapter à notre cliente, et du coup pouvoir toujours être en mesure de lui proposer des produits dans l'air du temps, adaptés à la demande. Donc ça, c'était vraiment la partie la plus sympa, mais aussi la plus touchy, parce que finalement, on rêve toutes, par exemple, devant les défilés de couture de luxe, des grandes maisons de couture, sauf que dans la vraie vie, on peut pas s'habiller comme on est sur un podium pour aller faire ses courses, pour aller en soirée. Donc du coup, le but, c'est vraiment de s'inspirer de toute cette beauté, de tous ces détails, de toutes ces matières, et de se dire, bon, ok, dans la vraie vie, moi, comment je peux l'adapter à ma cliente pour qu'elle puisse se l'approprier, en fait. Ça doit être aussi assez difficile parce que tu fais pas du shopping pour toi, en fait. Tu dois vraiment repérer les tendances, donc ça doit être stressant parce qu'en plus, si tu te trompes et que tu prends pas les bons trucs. Alors franchement, Rose, merci, parce que tu as mis le point sur quelque chose, mais de primordial. Moi, quand j'expliquais que oui, et puis quand j'expliquais à mes copines qui me regardaient avec des yeux pleins d'étoiles en mode non mais tu vas faire du shopping, je leur dis oui, oui, alors j'ai pas le droit de dire que c'est pas génial, parce que ça l'est. Mais je leur dis, franchement les filles, j'y vais pour bosser. Donc en fait, il faut juste vous dire que toute la journée, vous crapahutez et vous faites tous les magasins et vous écumez tous les rayons, parce qu'il faut être sûr de pas être passé, il faut être sûr de pas passer à côté alors moi du coup j'étais focus my t-shirt, donc il faut pas passer à côté du détail, il faut pas passer à côté de la matière, il faut pas passer à côté du print, de la dernière technique de print ou de la broderie. Mais tout ça, c'est pas pour Sylvie, quoi. Tout ça, c'est pour la cliente Morgane ou Jennifer. Donc du coup, il faut se projeter. Mais bon, on était toutes, ce métier, on le fait, on le fait toutes par passion. Donc bon, les fringues, c'est encore aujourd'hui une grande histoire d'amour. Mais donc du coup, t'es obligé de toi de te projeter, mais sauf que le naturel revient au galop, et donc tu bifurques très vite sur des achats perso. Mais sauf que le budget des achats perso, c'est pas le même que les achats pro. Donc du coup, oui, c'est toujours. Et donc effectivement, quand on se faisait toujours des reviews quand on arrivait à l'hôtel le soir, et parce moi je partais jamais seule, j'avais toujours la chance d'être accompagnée par d'autres chefs de produits, d'autres familles, et on avait vraiment à cœur quand on repartait d'un magasin, de repartir avec des silhouettes. Donc après on se faisait des previews le soir dans la chambre d'hôtel, on mettait tout par terre sur les lits, et on se disait alors ok, tel bas ça va avec tel haut je peux le matcher avec telle jupe, tel short, et du coup vraiment on essaie de se dire ok, donc aujourd'hui on a eu telle famille de produits, il nous manque ça et ça, donc demain il faut qu'on se fasse des focus. Donc effectivement, quand tu reviens d'un voyage d'une semaine à New York de shopping avec 4-5 valises pleines, et que tu te retrouves à devoir le présenter à ta direction, donc effectivement t'as toujours un petit côté stress, en mode j'espère que ça va leur plaire. Ouais. Et alors ça, c'est incroyable parce que donc ça, c'était en... Alors moi, j'avais noté 2010-2015 à peu près que tu fais ça. Ça paraît dingue parce que
Moi, je pensais que maintenant, tout se faisait sur Internet, qu'on repérait tout sur Internet et qu'on n'allait plus physiquement. Alors, il y a certaines. Après, ça, c'est vraiment les différentes. Ça va être les différentes politiques de sourcing et de voyage style des enseignes. Mais c'est vrai que nous, à l'époque, que ce soit Jennifer ou Morgane, même si l'ère du digital était déjà très présente et très ancrée, rien ne valait, surtout dans nos métiers, rien ne vaut le toucher d'une matière pour checker le tombé, donc c'est vrai que même si toute la veille concurrentielle, on passait bien sûr des heures sur les sites, ce qui te permet aussi de te tenir informé de ce qui sort dans les magasins, et sachant qu'aussi il y a des offres qui sont spécifiques, il y a certaines enseignes qui font le choix de mettre une offre spécifique sur leur e-shop, en tout cas une offre plus variée, qui est différente que celle que tu vas trouver en magasin. Mais par exemple, le cas concret qui me vient vraiment en tête, c'est par exemple un Topshop. On passait facile 2 à 3 heures dans le Topshop de Londres parce que c'est des étages, et toute cette effervescence et toute cette vie que tu vas pouvoir retrouver dans un magasin et toute cette inspiration que tu vas pouvoir mixer en voyant et en découvrant tous ces produits, bah, c'est vrai que sur le net, c'est un peu moins efficace, on va dire. Oui, et puis il y a aussi la clientèle. Bah, c'est vrai que moi, du coup, à Londres, je vois la façon de s'habiller. C'est sûr que tu t'inspires aussi et puis Bah tu oui. vois les... Mais c'est vrai que c'est marrant parce que maintenant que tout se fait à l'ère du digital, on n'imagine pas que ça existe encore. Alors très honnêtement, je pense que au-delà de ça, maintenant, avec toute la problématique du Covid, je pense qu'effectivement, ils ont dû se réadapter. Alors, ça fait longtemps Ouais. que j'ai pas eu les filles en ligne, mais c'est vrai que oui, pour mes anciennes collègues qui sont encore en poste chez Jennifer, je pense que oui, tout a dû être revu et réadapté parce que bah, tu peux plus faire de voyage pour aller négocier tes prix, tu peux plus faire de voyage sourcing pour sourcer tes matières, et tu peux plus faire de voyage. Tu peux plus faire de voyage dédié au shopping et à la recherche de tendances. Donc voilà. Par contre, toute la partie effectivement qui était dédiée au digital, c'était plus pour la partie les tendances qui, elles, étaient définies par les stylistes. En fait, les stylistes en amont, elles travaillaient sur des plateformes de style, enfin grâce à des outils qui étaient disponibles sur les plateformes de style, et de là, elles allaient définir les 3-4 thèmes principaux de la collection. Et par rapport à ces 3-4 thèmes, elles définissaient bah, les matières, les techniques et tout ça. Et nous, avec ces outils-là, on allait du coup faire du shopping. Ah oui, d'accord. Tu avais déjà un peu une idée en tête de ce que tu devais Oui, trouver, quoi. toujours. Mm. On partait toujours avec des thèmes précis. Par contre, on nous demandait toujours de garder un esprit ouvert parce que si les filles, si la direction artistique avait décidé de mettre l'accent, je te dis, alors je reprends un exemple un exemple qui était, alors nous on avait un thème qui était récurrent tous les étés chez Jennifer, qui était le Total White. C'était vraiment tout cet esprit Coachella, tout cet esprit festival où enfin, voilà, des petits tops avec du macramé, de la dentelle. Et bon, voilà, donc on avait ce thème-là en tête. Mais par contre, le but, c'était pas de rester focalisé sur ces 4 thèmes-là. Il fallait vraiment qu'on reste open mind pour, ok, si on identifiait qu'il y avait des produits ou des techniques qui revenaient très souvent, bon bah là, on la prenait et on se disait, bah après, ça va être à la styliste ou à l'acheteuse avec le fournisseur de trouver une idée pour l'adapter, nous, à notre thème. Mais du coup, on essayait de l'intégrer. Donc c'était toujours, oui, très important de partir avec une feuille de route qui était les thèmes définis par le style, mais de garder l'esprit ouvert pour du coup dénicher les petits plus qui allaient faire la différence, quoi. Comment ça se passe l'ambiance enfin, on imagine que c'est assez difficile quand même, parce que c'est un milieu de femmes, ça peut être assez se tirer dans les pattes. Comment ça se passe du coup? Bah écoute, moi j'ai vraiment eu la chance et vraiment j'en suis consciente parce que j'ai d'autres. Quand j'échange avec des copines qui sont aussi dans le prêt-à-porter, qui étaient dans d'autres enseignes, c'était pas toujours le cas. Mais honnêtement, que ce soit chez Morgane et Jennifer, j'ai vraiment eu la chance de faire de très très belles rencontres. Tant professionnelles qu'humaines, enfin et personnelles. Et alors oui, je vais pas te le cacher, c'est vrai que c'est un milieu de filles, donc c'est vrai qu'il y a des fois, enfin moi, enfin
Il y a des fois, on a juste envie de leur dire, enfin, en soi, il y a rien de grave, hein. On est juste en train de développer des coloris, on est juste en train de développer des matières. Donc, si on a un peu de retard, oui, c'est chiant, mais c'est pas si grave que ça. On travaille pas sur la recherche d'un vaccin contre le cancer, par exemple. Moi, il y a plein de fois où je leur disais, oui, c'est chiant, mais en soi, c'est pas si grave que ça. Donc, on va trouver des solutions, mais juste on se pose et on prend le temps de faire un step en arrière. Mais c'est vrai que oui, ça peut faire peur vu de l'extérieur, mais je pense que c'est comme dans tous les métiers, quand tu as la chance d'intégrer des enseignes qui ont des personnes avec des valeurs humaines, avec des valeurs de partage et d'échange, ben, ça se passe bien. Et moi, honnêtement, j'ai toujours mis un point d'honneur à. Pour moi, enfin, le relationnel est très très important. Et donc, quand effectivement, je me sentais un peu trop resserrée dans un étau, que je m'y retrouvais pas, bah, c'était important pour moi de mettre les choses à plat et de voir pourquoi ça n'allait pas et comment on pouvait faire pour faire que ça roule, quoi, et que chacun y trouve son compte. Et bah écoute, avec tout ça, bah franchement, j'ai toujours eu la chance d'évoluer dans un milieu assez serein, parce que même si on avait énormément de stress et énormément de pression, parce que la pression, tu te la mets toi parce que tu as à cœur de bien faire ton travail, et bah, indirectement, enfin, les managers ont tous une façon différente de gérer les équipes. Voilà, il y a certains managers où tu sens clairement ils te mettent une pression et c'est pas caché. Et il y en a d'autres, et ben, tu aimes tellement ton manager et tu veux tellement bah, lui rendre la tâche facile, parce que quand toi tu fais bien ton boulot, bah, lui, du coup, un step au-dessus, c'est facile, plus facile. Que bah, du coup, ça a toujours été fait, en tout cas de manière assez bienveillante et efficace de mon côté. Donc j'ai jamais eu ce sentiment de oh mon Dieu, je fais partie de, alors pardon pour le terme, d'un panier plein de serpents ou entouré que de bitches. Non, pas du tout. C'est toujours, voilà. Après, je dis pas que c'est tout beau tout rose, hein. Et puis bah, les personnes avec qui tu as moins d'affinité, bah tu leur souhaites aucun mal et tu vas pas les embêter. Et puis bah on sait que ça reste cordial et pro, et puis c'est tout, Mm. quoi. Et alors, tu dis que tu es entrée par la petite porte, donc toi, tu as gravi les échelons en interne, tu n'avais pas de formation en fait de stylisme ou... Non, pas du tout. Alors, quel conseil tu donnerais, voilà, pour des gens qui ont envie de se former eux-mêmes, voilà, qui n'ont pas forcément les moyens de reprendre des études et qui ont envie de monter comme ça? Qu'est-ce que tu penses qui a fait que toi, ça a marché, et quels conseils tu pourrais donner? Alors, moi, je pense que ce qui a vraiment marché, et avec du recul et avec du coup les retours que j'ai eus de mes managers, c'est que moi, je m'en souviendrai toujours quand j'ai fait mon premier entretien chez. Alors, moi, si on reprend le déroulé logique, c'est que moi, ce qui m'a donné envie de faire partie des achats d'une enseigne, c'est que pendant mes études, j'avais un contrat de 20 heures, d'ailleurs chez Morgane, en parallèle de mes études, et j'ai adoré. J'ai adoré être sur le terrain, j'ai adoré faire du merch, j'ai adoré le contact avec la clientèle. Mais pour moi, c'était tellement frustrant de pas avoir les bonnes tailles, de pas avoir la bonne couleur de t-shirt, de pas avoir les bons détails. Et je me disais, c'est horrible, hein, mais je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent au siège? C'est pas ça dont on a besoin. Ça a été. Mais du coup, c'est vrai que cette expérience, à l'époque, je faisais un cursus de langue à la fac, je savais pas trop vers quoi m'orienter. Je m'étais dit, allez, la fac, ça me prend pas trop d'heures dans la semaine, c'est pas mal. Mais du coup, je savais pas trop où aller. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir cette expérience en magasin, ça m'a vraiment ouvert un métier passion. Donc, il a fallu que je mette les choses à plat en me disant, bon, bah, ok, je veux pas faire d'école de commerce. J'avais déjà 21 ans, j'étais autonome financièrement et il était hors de enfin, j'avais pas envie de replonger dans un cursus scolaire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai fait un bilan de compétences avec un organisme qui m'a dit, bon, bah, en gros, aujourd'hui, vous savez faire, voilà toutes les choses que vous savez faire, voilà le métier pour lequel vous êtes fait. Et donc, il y avait clairement acheteuse et chef de produit dedans, donc ça, c'était cool. Et il me disait, bah, voilà ce que vous avez besoin d'apprendre à faire. Et donc, dans l'idéal, donc soit ces formations type école de commerce, soit c'est des formations diplômantes. Bon, alors du coup, j'ai pris la formation diplômante, du coup, c'était dans un institut qui s'appelait Ifocop. Donc, on n'avait que des intervenants pros, donc qui nous formaient au marketing, aux achats, à la compta, plein de choses diverses et variées. Et donc, pour valider cette formation, il me fallait donc 4 mois en institut et 4 mois période de stage. Donc en fait, c'est là où je me suis heurtée à cette première réalité du marché, du monde du travail, surtout dans le prêt-à-porter. C'est que bah, moi, avec ma petite expérience de vendeuse à temps partiel, c'était pas suffisant pour intégrer un service achat, même en tant que stagiaire.
Donc du coup, je me suis dit: «OK, donc il y a un moment, il fallait que je passe, sur un plan B parce que le plan A, clairement, j'avais aucun retour» et donc la chance que j'ai eue, c'est que, bah, je me suis dit: «OK pour, ouvrir le champ des possibles, mais par contre, je reste dans le milieu du prêt-à-porter» et donc à l'époque, j'ai eu la chance d'intégrer le site, Fashion Job qui était et qui aujourd'hui reste le seul site dédié au monde du prêt-à-porter, mode luxe et beauté. Et à l'époque, donc en 2004, quand j'ai eu la chance d'intégrer Fashion Job, c'était aux prémices, c'était vraiment le tout début. Et donc Jean-Philippe, le créateur, le fondateur, cherchait quelqu'un en stage pour 4 mois, et puis si ça se passait bien, du coup, prolonger sur un CDI. Donc moi, j'avais rien de mieux et je m'étais dit, mais ça pourrait être trop bien parce que bah, je vais être en contact avec les DRH de toutes ces enseignes qui me font rêver. Donc bon, voilà. Donc je suis arrivée chez Fashion Job et c'est de là où j'ai vu, bah voilà, enfin, tu as accès à toutes les offres d'emploi, à tous les CV et honnêtement, sur une annonce d'assistante chef de produit ou d'assistante achat, dans l'heure, il y avait minimum 120 candidatures. Dans les 120 candidatures, il y avait au moins une dizaine d'entretiens à faire. Et sur les 10 entretiens, bah, il y avait forcément une personne à recruter. Donc là, moi, je me suis dit, et c'était que des profils d'école de commerce, d'école de stylisme. Et là, je me suis dit, bon, clairement, moi, avec ma petite formation diplômante d'IFOCOP, je vais pas faire le poids. Donc en fait, au bout d'un an et demi d'expérience chez eux, je me suis dit, bon, il faut que je reprenne mon projet à bras-le-corps. Et donc là, je me suis dit, j'ai vu en fait les offres d'emploi qui étaient le moins plébiscitées. Et les offres d'emploi, en fait, quand tu aimes le produit, tu détestes les chiffres. Donc du coup, quand je dis que je suis rentrée par la petite porte, c'est que j'ai identifié les postes qui pouvaient m'apprendre un maximum en termes de gestion, en termes de gestion de points de vente, en termes de vente, de suivi de vente et autres. Et c'était le métier de gestionnaire approvisionnement. Et donc du coup, de cette logique-là, j'ai postulé sur ces postes-là, mais bon, j'avais aucune expérience. J'ai eu de la chance de décrocher à l'époque 2 entretiens. Et donc, ben, je leur ai dit, moi, mon but, c'est de devenir acheteuse, mais aujourd'hui, j'ai pas les bagages pour. Donc, ce que je veux, c'est apprendre. Je veux apprendre comment vit une collection en magasin, pourquoi on envoie tel produit, pourquoi on n'envoie pas tel produit. Voilà, étudier la rotation de stock, la gestion de stock. Et une fois que bah, j'aurai tout ça d'acquis, bah, mon but, c'est de passer aux achats. Et donc, j'avais mon responsable appro qui me dit, donc en fait, vous venez en entretien pour un poste de gestion appro et vous me dites que vous voulez aller aux achats. Je dis oui, mais parce que je vous explique mon parcours, mon cheminement. Et du coup, bah, j'ai eu la chance à l'époque d'avoir quelqu'un qui était sensible à cette démarche. Et il m'a dit, bah, ok, bah, on y va. On y va. Et donc, je suis arrivée au service appro chez Morgane. Et donc, du coup, c'était assez chouette parce que ben, ça m'a permis de retourner 3-4 ans après mon expérience terrain chez eux, bah, du coup d'intégrer le siège de cette enseigne. Donc en fait, pour répondre à ta question peut-être de manière plus précise, je pense qu'il ne faut pas se fermer de porte et il n'y a pas de il y a pas de petits boulots ou de mauvais boulots, il y a juste des expériences à faire et à apprendre. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Moi, à l'époque, c'est ce qui m'a permis de mettre un pied dans une enseigne. Et je le regrette pas parce que par la suite, ça a été que une force. Ça a été vraiment une énorme force d'avoir cette vision très chiffre et très gestion. Moi, j'étais un ovni aux appros parce qu'aux appros, on a tous enfin, on parlait de références. On parlait, par exemple, je sais pas, le E7 Toto. Alors ça, c'était un best-seller. Pour moi, c'était pas E7 Toto. Pour moi, le E7 Toto, c'était le t-shirt coton en colure col V. Voilà. Et du coup, j'étais un ovni parce que moi, je parlais produit quand les autres parlaient référence. Et donc, et du coup, alors, ça a été une force, mais du coup, cette vision produit que moi j'adorais, mêlée à cette vision chiffre, ça m'a appris énormément. Et quand je suis arrivée du coup sur le poste d'assistante achat, bah alors effectivement, je crois que j'avais 28 ans, donc je me retrouvais avec des collègues assistantes qui elles sortaient d'école, mais moi c'était fine, il n'y avait aucun souci avec ça. Et au contraire, du coup, on s'apportait l'une l'autre parce que bah moi j'avais toute cette vision gestion et appro pour laquelle j'avais du coup une finalité produit en magasin, tandis que bah, les filles, elles avaient moins la vision à 360, quoi. Et alors, ma question c'est, tu sais, quand tu fais des fois un peu des
un boulot qui est proche de celui que tu veux faire, mais des fois, on a le danger de rester bloqué finalement dans le... Tu vois, Bon, où tu... oui, m'en parle pas. Alors, parce que bah, des fois, tu prends un job et puis tu te dis, bon, bah, je prends ça par exemple pour faire rentrer dans l'entreprise ou pour payer un peu un prêt. Et puis bah, ensuite, je sais pas, tu te retrouves avec tous tes engagements. En fait, tu es bloqué et puis c'est pas ce que tu voulais faire au début et tu sais pas comment tu es bloqué dans ce job. Comment tu as fait, toi, pour arriver à destination, en fait? Alors moi, j'avoue que à chaque fois, sur le coup, j'avais pas trop fait le rapport de cause à effet. Alors moi, je suis maman de 2 enfants, bon, aujourd'hui qui sont grands, mais en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai eu la chance, que j'ai vécu une maternité et que j'ai eu du temps pour moi pour réfléchir, parce qu'en fait, je pense que tu as très bien dit, Rose, c'est que quand tu prends un boulot en te disant, alors tu as en optique que tu prends ce boulot, mais alors tu sais que c'est pas le boulot de ta vie, mais que tu vas apprendre et que le moment venu, tu vas partir. Mais sauf que le moment venu, quand tu as la tête dans le guidon, Mm. tu le vois pas arriver. Et puis, bah, on a tous un rythme de vie, surtout sur différents métiers, hyper prenant. Donc, les semaines, elles passent à une vitesse, tu as l'impression que c'est des journées. Enfin, les mois, tu as l'impression que c'est des semaines. Et en fait, tu te retrouves à la fin de l'année en te disant, ah bah, finalement, je suis encore là. Bon, bah, ok. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que, ben, tu vois, par exemple, quand j'ai pris la décision de quitter Fashion Job, c'est quand je suis revenue de mon congé maternité de mon premier enfant. Donc, j'ai eu Lia. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, je suis très bien chez Fashion Job, c'est hyper confort, je gagnais bien ma vie, avec mon boss, ça se passait bien, et puis surtout, j'avais cette satisfaction de faire partie d'une petite entreprise en devenir qui faisait que de grandir. Sauf que, bah, à un moment, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire dans la vraie vie, c'est pas ça que je veux. Et quand je suis rentrée de mon congé maternité, je me suis dit, bon, bah là, maintenant, Sylvie, en gros, t'arrêtes, quoi. C'est bon, t'as pris ce que t'avais à prendre, et maintenant, t'essayes de faire autre chose. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'effectivement, bah, en 6 mois, entre le moment où je suis rentrée de mon congé mat et le moment où j'ai envoyé mes CV, bah, en 6 mois, je partais. Et pareil, donc quand je suis arrivée chez Morgane, avec cette sincérité hein, de vraiment, lors de l'entretien, moi j'ai toujours dit à mon boss, voilà, moi ma finalité c'est de finir aux achats. Sauf que bah du coup, j'ai énormément appris aux appros, sauf que bah quand, bon, il faut aussi, moi j'avais envie d'avoir une légitimité et j'avais envie d'avoir, alors même si tu es toujours perfectible, mais en tout cas j'avais envie de me dire, ok, je maîtrise aujourd'hui mon job pour pouvoir prétendre à passer au step au-dessus. Même si les compétences, elles étaient complètement différentes. Mais en tout cas, j'avais besoin de me dire, j'ai cette certaine légitimité. Donc j'ai attendu 1 an et demi. Bon, bah après, j'ai eu ma deuxième grossesse qui est arrivée. Et puis surtout qu'il n'y avait pas forcément d'opportunités aux achats qui se libéraient, parce que bah, les places sont quand même très chères. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis partie en congé mat, j'ai dit à mon boss, que j'adorais, mais qui lui ne voulait pas me laisser partir, parce que pour lui, c'était, je perdais en compétences à partir sur un poste d'assistante achat. Donc je lui ai dit, bon écoute, maintenant je dis ça suffit. Je lui dis, je t'adore, tu m'apprends énormément de choses, maintenant j'ai assez appris, donc quand je rentre de congé mat, je veux une opportunité aux achats. Enfin, je lui dis, mais tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, mais je veux une opportunité. Bon, ça a été un peu compliqué. Il a fallu que je passe par un peu des chemins de traverse. Et quand je suis rentrée de mon congé mat, là par contre, toutes les semaines, mais je suis devenue son pire cauchemar. C'est-à-dire que toutes les semaines, je disais, c'est bon, est-ce que tu as vu la RH? C'est bon, est-ce que tu as vu la responsable achat? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et puis moi, j'avais lié des liens un peu privilégiés avec les filles aux achats. Donc j'étais un peu dans les gossips qui me permettaient de savoir quand un tel avait donné sa démission, quand un tel allait évoluer et qu'un poste allait être vacant. Donc du coup, moi, je suis remontée au créneau. Mais du coup, oui, moi, ces bottages de fesses un peu, genre en mode non, maintenant c'est bon, tu te secoues, t'y vas, ça a toujours été quand j'ai eu du temps pour moi pour réfléchir à ce que j'avais envie, à ce qu'il fallait que je mette en action pour y arriver, quand j'ai eu du temps pour moi pour y réfléchir. Et du coup, ça s'est toujours fait en corrélation avec les congés mat, sauf pour Sparkly, parce que du coup, j'ai pas de troisième bébé. Oui, c'est marrant parce que il y a pas mal d'invités où ça a été ça en fait, ça a été leur congé mat qui a fait le déclic parce qu'en fait finalement d'un coup t'arrêtes l'engrenage et puis t'as le temps de réfléchir. C'est ça. Et justement dans un précédent épisode je disais que fallait profiter de tout ce temps de Covid, de confinement où on a un peu plus de temps pour justement essayer de faire un peu le bilan parce que c'est hyper rare en fait d'avoir ce temps. C'est ça, se recentrer sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on n'a pas envie, sur ce qu'on a plus envie de faire, sur ce qu'on veut apprendre à faire. Et c'est vrai que bah du coup,
C'est ce qui te permet, parce que je pense que quand tu poses tes intentions, mais de manière vraiment, comment dire, de manière vraiment, quand tu es vraiment ancré dans l'instant et que tu poses des intentions, ben, du coup, ça peut vite devenir une réalité quand tu t'en donnes les moyens. Mais le tout, c'est de déjà avoir ces intentions-là pour les poser sur ton présent, quoi. Et alors, parlons de Sparkly. Donc, alors, déjà, parce que ça paraît être le métier de tes rêves, tu as tout fait pour y arriver. Pourquoi tu démissionnes? Quel est le déclic? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, alors, quand je suis arrivée chez Jennifer, donc c'était un nouveau poste avec une dimension plus complète, donc des nouvelles missions, des nouvelles responsabilités. Et en fait, cette expérience, elle a été incroyable, tant humainement que professionnellement, mais il y a un moment, je ne m'y retrouvais plus. Je me retrouvais plus dans les prises de décision, et comme on disait tout à l'heure, alors à défaut de faire partie peut-être d'un monde un peu de princesse ou de vipère, moi là où j'y trouvais plus mon compte, c'est que alors j'ai toujours eu à cœur de bien faire mon travail. Par contre, quand des décisions étaient prises de manière tardive, quand par exemple on me demandait de développer un jaune avec un certain code couleur Pantone, que le fournisseur n'y arrivait pas, que la styliste était un peu trop regardante parce que le jaune il est un peu vert, ou le jaune il est un peu rose, ou le noir est un peu rouge, oui, parce que ça, c'est dans la vraie vie, ça existe. Et ben en fait, quand tous ces petits process prenaient du temps, et que au final, tu prends du retard parce que dès que tu n'arrives pas à mettre au point ce que tu as envie dans les temps impartis, forcément tu vas prendre du retard. Et que moi on me disait bah oui, mais non, c'est hyper grave, la marchandise elle est pas livrée, elle est livrée avec une semaine de retard. En fait, moi, au bout d'un moment, quand tout ça, en fait, j'étais plus alignée avec tout ça, avec le faire vite, mettre la pression aux prestataires, aux fournisseurs, toujours être dans un espèce de rapport malsain. Enfin, moi, mes fournisseurs, pour moi, on a toujours eu des relations en confiance, en win-win. Et moi, ces relations avec eux, elles m'ont toujours permis de me dépêtrer de situations qui auraient pu très mal tourner. Mais en fait, moi, c'est ce que je disais à mes boss. Moi, à partir du moment où je travaille en confiance avec eux, quand ils peuvent m'aider, ils m'aident. Et par contre, quand moi je peux les aider, je les aide, quoi. Enfin, pour moi, il n'y avait pas un rapport de dominé-dominant, quoi. Il y a juste un rapport de confiance, et chacun fait son job et chacun le fait en toute connaissance de cause, et avec tout le sérieux et tout le professionnalisme. Et c'est pas parce que t'es un peu friendly avec tes fournisseurs que tu ne peux pas être pro. Et du coup, quand j'ai commencé à perdre enfin, L'humain un peu, l'humain en voilà, fait. voilà. Quand on me demandait quand on me demandait en gros, non, t'appelles tel fournisseur, tu lui mets, alors c'est très trivial, hein, mais c'est t'appelles tel fournisseur, tu lui mets une dose, tu lui mets la pression. Non, moi ça je pouvais pas. Et quand ça a commencé à me peser, et moi je l'ai dit à ma boss. Je lui ai dit en fait, vous êtes là en fait en gros pour un peu rattraper les erreurs de process que nous on peut avoir en interne. Vous me demandez de mettre la pression à mon fournisseur. Je dis moi je trouve pas ça juste. Donc en fait, on va trouver un compromis. Mais non, je trouve pas ça juste que lui doive absorber soit des pénalités de retard parce que nous on est en retard à cause de nous, ou autre. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je suis plus hyper alignée avec tout ça. Je suis plus alignée avec le tout très vite, toujours plus, regorger de marchandises dans les magasins. On avait des magasins qui étaient pleins à craquer, mais s'il nous manquait tel t-shirt, c'était la fin du monde. En fait, non, pas trop. Et tout aussi savoir que on avait beau faire, enfin, c'est toujours enfin, on avait plein de process en place pour être sûr que dans les usines, il n'y ait pas de travail d'enfant, que les conditions de travail soient optimisées. Bon, la limite dans la réalité de tout ça, il y a quand même une limite qui fait que nous, quand on va visiter les usines, les fournisseurs, ils sont au courant. Donc s'il y a des enfants, s'il y a des choses à cacher, ils le font. Enfin, tu vois, tu peux pas arriver toi en tant que fournisseur, tu peux pas demander, par exemple, ça c'était une aberration, que je trouvais, tu ne pouvais pas demander, tu as des organismes qui sont certifiés, les Ecotex et tout ça, tu ne pouvais pas leur demander, j'ai un doute sur cette usine, j'ai un doute sur la qualité des produits que je reçois, enfin c'est pas j'ai un doute, c'est que j'ai identifié un problème de qualité, je veux que tu ailles voir comment ça se passe sur les chaînes de prod. Est-ce que c'est parce que c'est du personnel non qualifié? Est-ce que c'est parce que c'est du personnel
qui est fatigué, qui travaille mal et qui laisse passer des choses? Est-ce que c'est parce que c'est des enfants? Enfin, plein de choses. Ou est-ce que c'est parce qu'ils ne mettent pas la matière qu'ils m'ont vendue? Enfin, voilà. Et bien, en fait, il faut savoir que ces organismes ne peuvent pas arriver de manière inopinée. Ils sont obligés de prévenir un mois à l'avance. Mm. Donc, tu vois, pour moi, du coup, on reste sur des contrôles qui sont hyper caduques et qui ont une limitée d'efficacité assez propice, quoi. Et quand j'ai commencé à mettre le point sur toutes ces petites choses, moi, qui me dérangeaient, bah voilà. Enfin, moi, du coup, j'ai toujours eu à cœur de. Enfin, j'ai toujours. À partir du moment où la petite flamme, elle est plus là, où la passion, elle s'effrite un peu, moi, c'est ce que j'ai dit à ma boss. Je lui dis, moi, honnêtement, il me disait souvent, mais t'es notre boule d'énergie, t'es notre rayon de soleil. Et je leur dis, bah ouais, mais en fait, vous me prenez tout mon capital énergie. Et moi, j'ai pas envie de devenir aigrie, j'ai pas envie de mal faire mon boulot, j'ai pas envie de faire les choses de manière mécanique. Donc en fait, là, je lui disais, je suis en train de perdre ma petite flamme, et avant de la perdre et de partir du monde du prêt-à-porter en mode mon Dieu, c'était horrible, je déteste, bah du coup, quand l'idée de Sparkly est arrivée, bah, je me suis pas posé de questions, je me suis dit, bah ok, je préfère partir maintenant avec tous ces jolis souvenirs et tout ça en tête, plutôt que de continuer sur ce trend-là et partir aigri, parce que ça, pour le coup, je voulais pas. Est-ce que tu penses que c'est de pire en pire ou c'est, par exemple, je sais pas, si quelqu'un veut devenir acheteuse et commence maintenant, est-ce que ça sera horrible un peu comme tu le décris, ou c'est juste toi qui avais une accumulation depuis des années et qu'on avait marre? Je pense clairement que c'était une accumulation. Ouais. Clairement. Parce que en toute sincérité, enfin, tu vois, moi, je me revois appeler mes fournisseurs en panique quand j'avais ma directrice achat qui me disait Sylvie, je vois pas de rendez-vous au dépôt pour la livraison du t-shirt qui cartonne, appelle ton fournisseur. Mais je me posais pas de questions. J'appelais mon fournisseur en direct en lui disant, en ayant toujours des échanges très, très pro et très, très cordiales, en lui disant mais attends, mais t'en es où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as pas livré? Et ceci et cela. Et pour moi, c'était très grave. Et je me mettais la boule au ventre en me disant mais mon Dieu, alors qu'en fait, en soi, bon, oui, c'est chiant, oui, il est pas pro, il m'a pas prévenu, mais est-ce que c'est si grave que ça? Non. Sauf que, bah, voilà, je pense que non, ça sera toujours le cas, et après ça, c'est très propre aux enseignes. Ça, je pense que c'est propre aux enseignes, pardon, de fast fashion, où Mm. tu as toujours de fast fashion, avec des tarifs très, très attractifs, avec des tarifs entrée de gamme, où c'est toujours la loi du toujours plus pour moins cher, parce que bah, c'est des achats que tu vas faire, c'est des achats en vie. Enfin, en gros, on a toutes 15 t-shirts dans notre penderie, on n'a pas besoin d'en acheter un autre. Tu vas l'acheter parce qu'il te fait envie. Par contre, effectivement, bah, sa durée de vie, ça va pas être la même que quand tu achètes un t-shirt à 45 euros qui va te faire plusieurs saisons. Donc, en fait, c'est toujours la course du plus, plus, plus. Je pense qu'il a toujours été d'actualité, mais qui, moi, ça a été, comme tu disais, une accumulation de. Bah... Et puis, je pense aussi, alors c'est peut-être un avantage comme un inconvénient, mais moi, du coup, via mon parcours un peu décousu et atypique, moi, mes prises de fonction, j'étais toujours la plus, pas la plus ancienne, mais enfin voilà, j'augmentais, disons, la moyenne d'âge dans le service achat. Mais du coup, voilà, moi, j'étais déjà maman. Quand j'étais assistante, j'étais déjà maman, j'avais déjà peut-être un recul et une vision de la vie différente qu'une nana qui sortait d'études et qui était focus carrière, boulot. Voilà, Mm. et c'est vrai que pour le coup, je pense qu'aussi ça a été une grosse différence d'avoir un espèce de recul et de se dire ok, c'est important, mais c'est pas grave. Donc on respire et on trouve une solution. Oui, c'était plus aligné avec toi finalement. Voilà, carrément. Alors, comment tu as eu l'idée de Sparkly? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah du coup Sparkly, ça a été, c'était plus une évidence pour mon entourage que pour moi de premier abord. Alors depuis, j'ai eu la chance, en tout cas depuis toute petite, d'avoir, enfin déjà ma maman aimait énormément recevoir, les grandes tablées à la maison, ça a toujours été un peu le point de chute, donc j'ai toujours vu ma maman organiser plein, plein, plein de choses. Et bah, je pense que du coup, ça a laissé des traces sans que je m'en aperçoive. Mais moi, bah, du coup, quand j'ai commencé ma vie de jeune adulte et d'adulte, c'était pareil. En fait, dès qu'il y avait quelque chose à organiser dans la bande de potes, c'était moi. Dès qu'il y avait un anniversaire surprise, c'était moi. C'était voilà. Et j'avoue que le déclic s'est fait en 2016. Donc ça faisait 10 ans qu'on était mariés avec mon chéri.
Et du coup, moi, je m'étais dit, bah, pour nos 10 ans, ça serait bien qu'on se fasse un peu un revoyage de noces. Et là, en discutant avec une copine, elle me dit, ah, mais c'est drôle, je t'aurais trop imaginé organiser une méga fête, un truc trop stylé et tout. Et là, du coup, je rentre à la maison, mon mec est en train de regarder un match de foot et je lui dis, hé, tu sais quoi, j'ai une idée, en fait, on va pas partir en voyage pour nos 10 ans, on va renouveler nos vœux, on va faire un remake. Et là, il m'a regardé, il me dit, mais de quoi tu me parles? Je dis, écoute, t'inquiète, je m'occupe de tout. Et du coup, voilà, on a fait un remake, on a appelé le remake, le Paten remake. En fait, voilà, on a repris nos témoins d'il y avait 10 ans. On leur a dit, bah, vous nous organisez une cérémonie laïque, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est que bah, vous fassiez des discours, nous, on veut rien savoir. On avait booké un lieu à 1 heure de Paris, un peu dans la campagne, où du coup les gens pouvaient dormir sur place. Et du coup, c'est drôle parce que moi, je me suis mis aucune pression parce que finalement, c'est pas comme un mariage. En fait, finalement, t'invites qui tu veux. Donc, on était 50-60, mais que des potes et de la famille très très proches. Même mon père ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais du coup, moi, j'avais tout organisé comme si c'était un mini mariage. On avait un food truck, j'avais loué une machine de glace à l'italienne avec plein de toppings pour le dessert. On avait fait la garden paten, donc que des jeux en mode XL dans le jardin avec du coup le cocktail. Et pour le dîner, personne ne savait, mais il y avait un food truck de burgers à base de canard. Et je me suis éclatée à organiser tout ça. Et le déclic, ça a été vraiment que bah, quand on s'est renouvelé nos vœux, mon mari m'a dit, je te suivrai dans les projets les plus fous. Oh. Ouais, vraiment, mais je pense qu'il savait pas trop à quoi s'aventurer. Je te prends le mot. Et voilà, il m'a dit plein de jolies choses et il m'a dit, je te soutiendrai toujours dans tes projets les plus fous parce que bah, quand tu te lances dans quelque chose, t'as cette énergie et t'as cette énergie qui fait que bah, c'est toujours, t'arrives toujours à tes fins sans t'en rendre compte. Et donc en fait, le lendemain, quand on était au brunch du remake, il s'est passé tellement de choses où j'ai tous mes proches qui m'ont dit, mais Sylvie, mais c'était génial. Ils me disaient, mais tu te rends pas compte, c'est ça qu'il faut que tu fasses comme boulot, ça serait génial, t'as toujours le petit truc en plus, la petite attention, ceci, cela. Et donc, à ce lendemain de remake, j'avais un cousin qui vit sur Bordeaux, qui est remonté exprès en région parisienne pour ce remake. À ça, tu ajoutes ma sœur, avec qui je suis très 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 proche, qui me dit, qui rentrait de week-end à Bordeaux, qui me dit, nous de toute façon, c'est sûr qu'on va aller vivre à Bordeaux à un moment ou un autre de notre vie, on adore. Et tu rajoutes tout ça, tu rajoutes toute cette émotion et tout cet effet hyper grisant de tous ces potes et de tes proches qui te disent, mais il faut que tu fasses de l'event, t'es faite pour ça. Et donc là, je dis à mon mec, bon bah tu sais quoi, les projets les plus fous, c'est pour maintenant. On voulait partir de Paris, bah viens, on se casse à Bordeaux. Vu que bah, du coup, mon cousin qui y vivait nous louait les mérites de Bordeaux, ma sœur qui voulait y partir, et puis moi qui voulais un peu changer de vie, je me suis dit, bah, c'est maintenant. Bon, bah là, clairement, j'ai pas eu un oui franc, hein, j'ai eu un oui, bon, on en reparlera. Mais là, je pense que j'ai eu vraiment un déclic. Et du coup, suite à ce remake, j'avais 3-4 jours off avec le boulot. Et quand je suis rentrée, je crois que j'étais rentrée le mercredi ou le jeudi au boulot. Et j'ai été voir ma boss, Florence. Et je lui ai dit, bon, Florence, tu sais quoi, on met Bordeaux en route. On se casse. Moi, je veux lancer ma boîte. Je veux lancer ma boîte d'événementiel. Vu que je pars de zéro, tout mon réseau, il faut que je le construise soit à Bordeaux, soit à Paris. Donc, quoi qu'il arrive, en juin 2017, donc là c'était en septembre 2016, je lui dis, quoi qu'il arrive, en juin 2017, maximum, je ferai plus partie de la boîte. Donc, soit ça sera un départ à l'amiable avec une rupture conventionnelle à négocier, soit bah, une démission avec un suivi de conjoint si on part à Bordeaux. Parce que vraiment, pour pouvoir préparer cette nouvelle vie dans tous les sens du terme. L'idée, c'était que mon époux puisse, lui, trouver un travail. Il est salarié, donc il fallait que lui puisse trouver un travail sur Bordeaux. Que quand lui ait trouvé son travail sur Bordeaux, du coup, qu'on puisse nous arriver, moi, faire une démission pour suivi de conjoint qui t'ouvre les droits à l'allocation chômage pendant 2 ans. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc là, après, pour la petite histoire, moi, là où j'ai réussi à convaincre mon amoureux, c'est que je lui ai dit, mais non, mais regarde, tous les potes qui sont partis, ils ont mis au moins 1 an ou 2 avant de trouver le bon job, le bon salaire. Donc je lui dis, t'inquiète pas, ça nous engage à rien, tu fais tes CV, tu fais tes entretiens et on verra bien, on se met pas la pression.
Bon, il m'a dit: «D'accord», parce que lui, c'est un vrai Parisien dans l'âme, donc il se voyait pas ailleurs qu'à Paris. Il me dit: «OK», mais bon, en mode, je sais très bien, tu sais, le OK qui te dit, «Oui, bon, OK, je vais le faire, mais bon, ça va pas aboutir». Eh ben, écoute, il a été plutôt bon parce qu'il a fait un CV, un entretien, il a trouvé un poste. Donc en septembre, on annonçait, professionnellement, moi j'annonçais que, bah, du coup, on mettait Bordeaux en route. Donc personnellement et familialement, on disait, bah, on met Bordeaux en route, on verra bien quand est-ce qu'on part. Et pour les fêtes de Noël, on annonçait à tout le monde, bah, que du coup, Bordeaux, c'était pour dans 6 mois, quoi. Et c'est incroyable comme histoire. Et t'as pas eu peur d'annoncer que t'allais partir sans savoir finalement parce que Non, tu parce vois. que pour moi, c'était clair. Pour moi, c'était clair que je ne voulais pas, comme je te disais tout à l'heure, je voulais plus subir. Et alors, pourtant, j'étais pas malheureuse, hein, c'est pas ça. Mais je sentais que je commençais à perdre cette petite flamme et cette passion. Et pour moi, c'était très important de me dire que je ne voulais pas faire partie de ces nanas qui se plaignent de leur quotidien, qui sont pas contentes de leur quotidien. Et, et pour moi, du coup, mon échappatoire, enfin, euh, j'ai eu un déclic quand moi j'adorais ces moments avec toutes mes collègues où on était à table et on se racontait nos vies, des anecdotes, et on riait. Et il y a des moments où on passait notre temps à se plaindre. Parce que c'était pas facile, parce que les chiffres étaient pas au rendez-vous, parce que bah il y avait des changements de décision tout le temps, parce que ceci, parce que cela. Et quand on passait plus notre temps à se plaindre qu'à échanger et à rire, et ben là je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de ça quoi. Et j'en voyais moi des collègues qui subissaient un peu ça et je me disais mais enfin, franchement, et puis, enfin, c'est peut-être un peu idéaliste, mais je me disais, mais il y en a tellement des nanas qui rêvent de faire ce boulot-là. J'ai pas le droit de prendre la place d'une nana qui rêve de de faire ce boulot-là, et moi être là à me dire, ah, mais tu te rends compte, elle m'a pas validé mon labdip, oh, j'en ai marre, le style m'a pas donné mon dossier technique, et j'en ai marre, la modéliste, elle me rend mes dossiers techniques en retard. Non, enfin, non, j'avais pas envie. Donc pour moi, c'était clair que avant que ce soit trop, que je devienne trop aigrie par rapport à ça, il fallait que j'ai une porte de secours. Et je me suis dit, enfin ma sortie de secours. Et je me suis dit, bah ma sortie de secours, c'est de l'annoncer. Et c'est comme tout en fait. Je pense que c'est comme quand on te dit de te trouver une business friend, parce qu'à partir du moment où tu donnes tes objectifs à quelqu'un à voix haute, ça devient réel et t'as un espèce d'engagement. Donc tu sais, tu te mets un peu plus la pression. Et là, bah, pour moi, je m'étais dit, le fait de l'annoncer, je peux plus reculer. C'est annoncé, c'est fait. Ma boss le savait. Enfin voilà. Donc du coup, je vais pas te dire que j'ai pas eu peur, mais je me suis dit, allez, c'est bon, c'était ma façon à moi de vraiment m'engager dans ce projet. Et quoi qu'il arrivait, si on n'avait pas eu cette opportunité effectivement de venir sur Bordeaux, bah quoi qu'il a, bah il y avait de fortes chances, et c'était écrit comme ça, que je lance mon agence événementielle à Paris. Parce que Oui, voilà, dans tous les cas, tu voulais partir, quoi. voilà. Mais ça, c'est un super conseil. Bah, moi, pour l'anecdote, il y a un an, à Noël, j'ai annoncé à mes parents que j'allais lancer ma marque de mode, alors que j'avais rien fait. Enfin, tu vois, il y avait rien du tout. J'ai dit l'année prochaine, je lance ma marque de mode. Voilà, donc mes parents, c'était un peu arrête de rêver, redescends sur terre, t'es qui pour lancer une marque de mode? Et en fait, bah après, tu te dis, bah attends, je l'ai dit, maintenant je vais le faire parce que ton ego et ta fierté, tu peux plus reculer, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un super conseil, du coup, je pense, d'en parler, en fait. Oui, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore beaucoup. Et c'est bête, mais tu vois, tu as différentes. Moi je fonctionne beaucoup à l'humain, alors peut-être des fois un peu trop, mais c'est important pour moi de me sentir soutenue et c'est important pour moi de me sentir épaulée. Et c'est vrai que bah, du coup, quand tu dis pas les choses, bah, les gens peuvent pas te dire c'est bien, c'est pas bien. Et c'est vrai que là, le fait de m'engager dans cette démarche et de le rendre officiel, bah, moi, ça m'a énormément soutenue et portée dans ce projet parce que bah, j'avais en face de moi des filles qui me regardaient en mode mais Sylvie, mais comment tu fais? Mais c'est génial! Mais... Et donc, eh ben, du coup, c'est bête, mais de voir en elles tout cet engouement, bah, moi, ça me portait et ça me rassurait. Et dans mes moments de doute, bah, je me rappelais ça. Je me rappelais que, bah, mais non, allez, il n'y a pas de raison. De toute façon, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bah quoi, je reviens dans le salariat. C'est pas grave. Il n'y a pas de. Et surtout, je m'étais mentalisée en mode, c'est le moment. J'avais 36 ans à l'époque. Je m'étais dit, c'est con, hein, mais je m'étais dit, j'ai pas envie d'arriver à 40 ans et de regarder en arrière en me disant, bah je l'ai pas fait et puis bah maintenant quoi, t'as 40 ans, c'est trop tard parce que bah du coup
Enfin voilà, enfin moi je sais pas, je m'étais mentalisée qu'à partir du moment où dans ta décennie tu avais un 4, bah du coup c'était que tu étais vraiment établi bien alors que pas du tout. Mais voilà, j'ai eu ce sentiment aussi un peu d'urgence en me disant si je le fais pas maintenant, bah je le ferai pas après et je préfère regarder en arrière et avoir des regrets plutôt que des remords. Et donc c'est là je me suis dit allez non, je le fais maintenant, ça marche, tant mieux. Je fais tout pour que ça marche, mais par contre je ne veux pas avoir de regrets. Je veux mettre, si jamais ça ne marche pas, je veux me dire que bah, c'était parce que c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment, Ouais. ceci, cela. Pas de chance, ouais. Voilà, mais pas parce que soit j'ai mal fait les choses, soit j'aurais pu mieux faire, ou soit bah du coup j'avais trop peur, je l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai été C'est rigolo parce que pour ça. Et c'est rigolo parce que j'ai eu la même chose. Bah, moi, j'ai démissionné à 27 ans et c'était les 30 ans. Il fallait qu'à 30 ans, je me disais, c'est l'âge où tu te poses un peu plus. Donc, je me disais, faut que mon nouveau projet, il soit né. Et je me disais, mais je veux pas avoir 30 ans et être encore avocate. Mais c'est marrant finalement parce que en fait, depuis le début, on parle un peu de cap et de moments où tu fais le bilan, en fait. C'est important d'avoir ça régulièrement, je pense. Oui. Et alors, comment tu fais alors, parce que j'imagine que quand tu es wedding planner, il faut avoir pas mal de contacts, tout ce qui est prestataire et tout ça. Toi, tu arrives dans une nouvelle région, tu pas fait de formation de wedding planner. Comment tu fais pour te faire ces contacts? Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré dans mon parcours une nana géniale, Bérénice, qui elle lançait qui elle ouvrait un showroom de robes de mariée sur Bordeaux. On a été mise en contact, c'est incroyable parce que elle, du coup, on a été mise en contact grâce à Émilie avec qui je travaillais chez Morgane. Et donc Émilie qui avait Bérénice dans son cercle dans son cercle d'amis, voit passer des trucs sur Facebook comme quoi elle lance des choses sur le mariage, mais elle comprend pas trop ce que c'est. Et elle voit moi de mon côté que je lance une agence d'événementiel, bon un truc dans le mariage, et elle sait pas trop ce que c'est. Et Émilie m'envoie un message en mode, écoute, je connais une nana qui est sur Bordeaux qui veut elle aussi devenir wedding planner, est-ce que vous voulez que je vous mette en contact? Et moi, je me suis dit, ah bah mince, oui, alors oui, bien sûr que je veux qu'elle me mette en contact. Je me suis dit, bah, c'est quand même dommage de tomber sur une nana qui habite à 3 rues de chez moi et qui veut faire le même métier au même stade. Bon, parce que bah, potentiellement, voilà, on a potentiellement les mêmes cibles et tout. Mais je me suis dit, allez, ok. Et j'ai bien fait parce que bah, Bérénice, elle me dit, non mais laisse tomber, à chaque fois que je parle de mon projet, tout le monde a l'impression que je vais être wedding planner, mais sauf pas du tout. J'ouvre un show de robe de mariée. Et en fait, avec Bérénice, ça a été un énorme enfin, ça a été une énorme chance et opportunité parce qu'on démarrait, on était au même stade de nos business plans, de notre lancée de business, et on avait bah, les mêmes besoins, on avait les mêmes envies et on avait les mêmes univers. Donc en fait, on s'est vraiment porté l'une l'autre. Et bah, c'est vrai que du coup, j'étais toute seule certes sur mon business parce qu'on n'est pas du tout associés ou autre, mais comme on évoluait sur des lignes parallèles, on se portait beaucoup. Et c'est vrai que bah, dès l'une avait un doute ou un petit coup de mou, bah, on était toujours là pour se rebooster, se remotiver, pour faire des projets, pour avancer. Et portée de ce binôme, bah, c'est vrai que très rapidement, j'ai contacté les prestataires qui me faisaient rêver. Clairement, j'ai vraiment ciblé sur les prestataires, moi, qui me faisaient rêver, en me disant, ok, je les contacte. S'ils me ferment la porte, bah, tant pis pour moi. S'ils m'ouvrent la porte, eh ben, tant mieux. Et la chance que j'ai eue, c'est que, ben, à chaque rencontre, j'ai eu en face de moi des gens hyper bienveillants, des photographes, des maquilleurs, des fleuristes, des vidéastes, qui me disaient, parce que pour revenir à la concurrence, moi c'est vrai quand j'ai fait mon business plan et quand j'ai lancé Sparkly en mode youhou, je vais être wedding planner, je ne pensais pas qu'il y avait autant de wedding planners sur le marché. On va dire les choses clairement. Au début, j'étais là, tu es derrière ton ordi parce que tu as cette période d'immersion où tu identifies la concurrence, tu l'analyses, tu définis tes offres, et là, tu es là, mais tu te dis, mais mon Dieu, toutes ces wedding planners, comment je vais faire au milieu de tout ça? J'arrive de nulle part, enfin bref. Et ce qui m'a énormément rassurée, c'est que j'avais en face de moi des prestataires qui étaient déjà établis, donc ces fameux prestataires, moi, qui me faisaient rêver, et qui me disaient, tu verras, Sylvie, qu'il y en a peut-être beaucoup, mais que finalement, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, donc à toi de faire ta place, et tu verras qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc je me suis dit, ça m'a vachement rassurée. Et ce qu'il y a, c'est que bah, du coup, je me forçais à rencontrer minimum 4-5 prestataires au tout début de Sparkly par semaine. Ça me permettait d'avoir des contacts, ça me permettait aussi, bah, pourquoi pas, de travailler sur des projets et des choses à développer.
Et je pense que vraiment le point de départ, ça a été 2 gros shootings d'inspiration qu'on a fait en collab avec du coup Bérénice de chez Yvonne et Célestine. Et du coup, on a brassé une trentaine de prestataires et que des prestataires, mais qui nous faisaient rêver. Donc en fait, la chance qu'on a eue, c'est que quand on a sorti ces projets, et ben nous qui arrivions un peu de nulle part, on avait des noms associés à des prestataires déjà établis bordelais avec une belle renommée. Et donc du coup, ça nous a permis d'arriver un peu en mode, parce que c'est comme tout, hein, c'est de la reco, hein, comme tu disais, c'est du bouche à oreille. Donc tel photographe qui va voir que son copain photographe a travaillé avec Sparkly et Yvonne et Célestine, va se dire, bon, c'est qu'elles sont bien. Donc du coup, quand toi tu le contactes, vu qu'il sait que tu as déjà travaillé avec quelqu'un qu'il connaît, lui, il est déjà rassuré. Et en fait, c'est comme ça que... Juste pour les auditeurs, excuse-moi de te couper, Pardon. pour les auditeurs, un shooting d'inspiration, en fait, Oui, c'est un peu un faux mariage. exactement. Donc, vous contactez tous les prestataires et pour après pouvoir se faire un peu un book, poster sur Instagram et avoir des photos. Te créer du contenu. En fait, c'est Voilà. vrai. Donc ça, c'est quelque chose à conseiller peut-être aux gens qui ont envie de se lancer dans le wedding planner et qui n'ont pas encore de mariage, vu en plus le contexte. Oui, complètement. C'est une manière, c'est la manière, je pense, la plus efficace et qualitative et la plus aussi, surtout sympa, de se créer du contenu et ton propre contenu. Parce qu'effectivement, en tant que wedding planner, moi j'avais cette problématique, c'est que j'arrivais de nulle part et que de toute façon que tu arrives de nulle part ou avec un background, si t'as pas ton propre contenu, de toute façon c'est pareil, hein, là c'est les mêmes problématiques pour tout le monde. Donc c'est là où effectivement le shooting d'inspiration, c'est tu fais tout comme un vrai mariage, sauf que c'est un faux mariage. Et ça te permet d'avoir du contenu et de communiquer, et l'avantage c'est que c'est vraiment l'une des seules fois où tu peux exprimer toi ton univers de A à Z. Parce que quand tu travailles avec des amoureux, pour les amoureux, moi c'est ce que je leur dis, moi c'est pas, moi je suis là pour les accompagner, pour sublimer leur jour J, mais je suis pas là pour me faire plaisir moi, Sylvie Paten. Je suis là pour mettre, pour mettre en beauté, pour scénariser toutes leurs envies à eux. Alors après, effectivement, il va y avoir ma patte qui va faire que ça va être facilement identifiable ou pas à mariage sparkly, mais l'idée et les envies, elles viennent forcément de leur part. Donc le shooting d'inspiration, c'est l'un des seuls moments où tu vas vraiment exprimer toi, toute ta créativité, toutes tes envies. Et du coup, aujourd'hui, tu as une équipe. Comment est organisé Sparkly? Alors aujourd'hui, moi je suis toute seule dans allez, 70% du temps. Je m'entoure de manière du coup ponctuelle de stagiaires qui vont m'aider donc sur la partie hors saison, qui vont m'aider sur tout le développement lié à la communication, au marketing digital, voilà, toute cette partie un peu plus communication, création de contenu, et sur la partie haute saison. Donc j'ai la chance de pouvoir travailler avec, la plupart du temps, je peux faire appel à d'anciennes stagiaires avec qui j'ai déjà, du coup, qui avaient fait leur période de stage avec moi en freelance pour pouvoir m'accompagner sur les jours J. Et j'ai toujours aussi une stagiaire sur la période estivale. Et au-delà de ça, j'ai vraiment, ça c'est un de mes objectifs, j'aimerais vraiment identifier 2 à 3 freelances qui sont déjà wedding planners et qui, pour X raisons, se lancent. Elles n'ont pas encore leur carnet, leur emploi du temps, leur agenda complet. J'aimerais bien développer une relation de confiance et me dire que du coup, voilà, moi quand j'ai une double date ou quand j'ai des gros mariages, je peux faire appel à des freelances, à des consoeurs freelance. Donc ça, c'est vraiment un objectif que j'aimerais avoir pour 2021 et 2022. Ouais, c'est un super projet. Alors, moi, j'ai une petite question un peu. Est-ce que tu peux nous dire une anecdote, voilà, je sais pas, le pire problème que tu aies à gérer dans un mariage ou une demande impossible à satisfaire des mariés? Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote comme ça de mariage? Alors, l'anecdote, là où je me suis sentie, mais vraiment là où j'ai été le plus en difficulté, où humainement ça a été très très difficile, et puis pour le coup ça m'a appris parce que pour le coup
on apprend de ses erreurs. Hein. Et là, alors peut-être qu'une situation exactement similaire ne m'arrivera pas, ça c'est sûr, mais peut-être une autre situation qui me fera apprendre, qui me fera dire ah bah j'avais pas encore assez appris ou tirer une leçon de la première. C'est un truc improbable. J'ai un couple, mais tellement adorable et tellement stylé de New-Yorkais qui veulent se marier dans un camping dans le Médoc parce qu'il y avait toute une histoire familiale autour de ce lieu. Ok. Je fais toute l'organisation en direct avec la mariée. Je n'ai jamais eu le marié en ligne. Et alors, j'ai su après pourquoi j'ai eu le marié après tardivement. La mariée, du coup, qui a tout géré, on a tout géré ensemble, avait dit à son amoureux, bon, moi j'ai tout géré, donc pour le brunch, tu te débrouilles. Bon, bah lui, il a été hyper malin. Une semaine avant le mariage, il m'appelle. Oh, je me dis, j'avais un peu la pression. Il m'envoie des piges Pinterest à faire rêver, le truc que tu rêves. Enfin, vraiment le truc idéal. Un setup de pique-nique sur la plage avec des tapis, des coussins, des tables, une voile, un voile pour créer de l'ombre. Cet élément est très important à retenir. Le voile pour créer de l'ombre. Tu vois. Et il me dit, est-ce que tu peux faire ça ? Et là, je me dis, waouh, ça m'arrive et tout, c'est dingue, ça y est, mon persona, il est ciblé, j'arrive à répondre, à avoir les envies de dingue et tout. Et là, je lui dis oui. J'avoue, le rêve, quoi, entre New York, l'inspi Pinterest, le lendemain de brunch. C'est ça. Et là, je me dis, waouh, trop bien. Donc, je lui dis, oui, c'est possible. Sauf que du coup, je le budgétise parce que ça faisait pas partie de ma prestation de base qui était convenue avec la mariée. Donc, je le budgétise et erreur fatale, je lui dis, bon, bah voilà, pour tel budget, moi, je m'occupe de tout en autonomie avec, du coup, de l'aide de prestat extérieur. Soit, du coup, si c'est un trop gros budget, eh ben, à ce moment-là, toi, il faut que j'ai à disposition 2-3 témoins pour m'aider à l'installation de la voile le dimanche matin. Erreur. Plus jamais je ne fais ça. C'est-à-dire que maintenant, je leur dis, pour tel projet, moi en autonomie Sparkly, je gère tout de A à Z et c'est tel budget. Vous voulez très bien, vous voulez pas, bah tant pis, c'est par quelqu'un d'autre. Bon bah forcément, hein, il m'a dit, non mais t'embête pas, moi je te mets des témoins à dispo pour t'aider le lendemain sur la plage, ok. Sauf que tout le monde s'est couché à 4h du mat', les témoins ne se sont jamais pointés. Donc il a fallu qu'on installe, j'étais toute seule avec Mégane pour installer le setup. La chance que j'ai eue, c'est que du coup on était à Soulac, donc en fait la plage, t'arrives de la plage comme ça, t'es en hauteur, et après t'as un chemin qui descend, mais t'as un chemin à l'arrache, quoi, dans le sable. Donc t'imagines pour 60 personnes, descendre un setup, les tapis, les coussins, les tables basses, tout le truc. La chance que j'ai eue, il y a eu un Baywatch. Non mais lui, il est arrivé, mais d'un rêve, quoi. En plus, il était beau. Il est arrivé, tu sais, en contre-jour, et il me dit, est-ce qu'on peut vous aider ? Et là, on lui dit, bah ouais, en fait, on descend tout ça sur la plage, et là, il arrive avec son pick-up blanc, il met tout à l'arrière, il descend les trucs, donc ça, c'était génial. Par contre, il y avait cette fameuse voile d'ombrage à installer. C'était des poteaux de bambou qui faisaient plus de 3 mètres de haut. Il y en avait 4 et il fallait les tirer en même temps pour mettre la voile. Sauf que du coup, bah, nous, on était 2. Les témoins se sont jamais pointés. Et il y avait un vent de fou. Le marié, j'arrêtais pas de lui envoyer des WhatsApp en mode il y a personne qui est venu m'aider, je vais pas pouvoir installer les zones d'ombrage, il fait hyper chaud, attention, gna gna. Et je voyais en plus, tu sais, cette frustration sur WhatsApp où tu vois les 2 petits traits et les 2 petits traits bleus. Mais il me répondait pas. Et clairement, ça m'a saoulée. Je me suis dit, mais vraiment, il me prend pour une conne en fait. Et ben en fait, un quart d'heure avant le rendez-vous que tout le monde devait arriver, donc le setup était installé. Là, il y a les fameux témoins qui arrivent, mais en mode gueule de bois, ils étaient au bout de leur vie, ils avaient mal à la tête avec les lunettes de soleil. Ils comprenaient pas ce que je leur disais. Je leur disais, mais les gars, c'est pas maintenant en fait. Je dis, ça veut dire que là, il va falloir qu'on installe la toile devant tout le monde. Donc comment on fait ? Et là, quand le marié est arrivé, mais il m'a mis une dose. En mode non mais je suis pas contente du tout, c'est pas du tout ce qui était prévu. Mais là, dans ces cas-là, tu peux pas lui dire mais c'est toi qui n'as pas rempli ta part du contrat parce que en fait à cet instant T, il faut que tu trouves une solution et c'est tout, tu vois, t'es pas en mode je vais régler mes comptes. Donc du coup je lui dis bon écoute, il y a 2 solutions. Soit au lieu de bruncher sur la plage, vous allez bruncher directement dans le resto qui venait les servir. Ils avaient des zones d'ombre, une terrasse, mais ils étaient pas sur la plage, ils étaient en hauteur. Soit, bah, les personnes qui devaient m'aider, elles vont m'aider maintenant, mais par contre, il faut que, il va y avoir de la manute devant vos invités. Et là, il me dit, ok pour la manute devant les invités. Et là où j'avais clairement mauvaise, un des témoins, parce qu'en plus tout était en anglais, parce qu'il ne parlait pas français, un des témoins qui dit, non mais c'est n'importe quoi, genre elle aurait pas pu l'installer la toile. J'ai rien dit, j'ai pris sur moi, j'ai rien dit.
Quand est venu le moment d'installer cette toile, au lieu d'être 4, ils étaient 3 par bambou. Donc ils étaient 12 à tirer pour installer le truc tellement il y avait du vent. Donc moi j'ai rien dit. La mariée qui était mais juste adorable a très bien vu que j'étais pas, tu vois, j'étais pas au mieux de ma forme. Surtout que pour elle c'était une surprise. Donc elle, quand elle est arrivée et qu'elle a vu tout ce setup, mais elle en avait les larmes aux yeux. Elle me dit, mais Sylvie, mais comment t'as fait? Comment c'est possible? Et en face d'elle, elle avait son mari qui était mais en mode, non mais c'est n'importe quoi, ça va pas du tout. Donc elle était hyper désolée, mais bon, enfin. Et donc du coup, une fois qu'ils ont tout installé, je leur ai dit, bon bah profitez-en bien. Du coup, le service va commencer et le marié, du coup, je lui ai dit, bon bah c'est bon, enfin je lui dis c'est bon, ça te convient? Il me dit ok, merci. Il s'excuse pas rien du tout, hein. Et la mariée, du coup, qui voyait, et puis elle me connaissait, hein, ça faisait 1 an qu'on partageait. Et heureusement pour moi, j'avais des lunettes de soleil où on voyait pas mes yeux. Et en fait, elle m'a demandé un peu trop souvent si ça allait ou pas. Et, mes yeux ont commencé à se remplir de larmes et j'étais incapable de prononcer. Tu sais, quand t'as la boule à la gorge et tu sais que si tu parles, ton menton tremble et tu perds toute dignité face à la personne. Et là, du coup, j'ai juste réussi à lui dire tout va bien, ne t'inquiète pas, profite. Si t'as besoin, t'as mon téléphone. Je suis juste au restaurant en haut, donc je suis à 2 minutes à pied. Elle me dit ok. Et là, j'ai tourné les talons et j'avais ma petite stagiaire Mégane oh pardon, c'est pas bien, mais qui disait non mais ils sont vraiment pas sympas. Non mais t'imagines le culot qu'ils ont et tout. Et moi je répondais pas. Il y a un moment elle me dit Sylvie. Et là, je pleurais mais tout ce que je pouvais. Et je lui dis écoute Mégane, il faut que je pleure pendant 5 minutes parce que je suis tellement en colère de cette situation face à cette injustice que il faut que ça sorte. Et puis bah après bah le marié, il s'est pas excusé, mais il a admis qu'il avait eu tort et que en gros, enfin voilà, c'était aussi un peu de sa faute si ça s'était pas passé comme il fallait. Donc ouais, ça a été le moment où j'ai trouvé que c'était mais le plus bah, je me suis un peu sentie comme une merde en fait. Et là, je me suis dit en fait, ils ont l'impression que je suis un larbin, mais en fait non, je suis pas leur larbin. Moi, je suis là pour assurer une prestation et ma prestation, je l'ai assurée du mieux que je pouvais. Et voilà, et c'est cette relation de moi, je suis le client et toi, t'es le larbin qui fait ce que je te demande. Je l'ai eu qu'une fois en 2 ans et demi et j'espère que je l'aurai plus jamais. Mais c'est vrai que ça a été hyper compliqué. Après, je pense, enfin, moi, je sais que j'ai eu des histoires aussi similaires. Tu sais, par exemple, tu organises un shooting avec des amis, finalement, bah, elle est malade à ce moment-là. Et je pense que, enfin, moi, ce que j'ai appris aussi, enfin, ce que j'ai appris, c'est que pour les autres, et même y compris pour le marié, ce n'est pas aussi important que pour toi, parce que c'est pas leur job. Donc, en fait, il faut pas vraiment compter sur les autres. Faut faire toi ton truc professionnel, même si en fait c'est plus cher et en fait voilà, tu fais ton truc, toi tu sais que ça va être réglé parce que t'es avec d'autres gens qui sont professionnels et en fait au final à essayer de tout arranger ou même de voilà là finalement c'était pour baisser le budget à lui faire plaisir, bah finalement ça se passe mal parce que bah lui en fait il se rend pas compte moi j'ai appris la même chose cette année. Je pense que dans tous les métiers un peu où bah, il y a de l'humain, faut compter que sur soi et puis faire le truc hyper pro C'est et ça. pas essayer d'être arrangeant en fait. Eh ben, je suis entièrement d'accord. Arrêtez d'essayer d'être arrangeante et d'arrondir les angles. Moi, pareil, j'ai appris que si, et ça a été vraiment et ça m'a confortée aussi et ça m'a aidée après pour plus aussi assumer mes prix, assumer mes tarifs et mes services en mode, ok, bah, je suis peut-être plus chère qu'une autre consoeur, mais si ça vous convient pas, il y a pas de souci, c'est que ben vous pouvez travailler avec quelqu'un d'autre. Par contre, si on travaille ensemble, c'est sur tel tarif parce que moi j'ai à cœur d'avoir un nombre de mariés limité, j'ai à cœur de faire un suivi personnalisé. Donc si ces tarifs-là ne vous conviennent pas, c'est fine pour moi, mais je les baisse pas. En plus, je pense dans tout ce type de métier relationnel, c'est super important que ça se passe bien parce que bah déjà bon toi pour ta santé mentale, mais en plus après si ça se passe mal, les gens peuvent vite te faire une réputation. Donc finalement, ça sert à rien de se forcer, je pense, parce Ouais. que si ça se passe mal après, c'est pas bon Et puis quoi. ça se sent. Ça se sent. Moi, je sais que tu vois, quand j'ai des couples qui me disent oui, mais alors ça, c'est pas compris dans le devis. Alors, je leur dis pas, mais dans 99% des cas, j'en fais toujours plus que ce que je Mm. dois faire. Parce que
Ben, j'ai envie qu'ils aient des étoiles dans les yeux et j'ai envie que ce soit comme ils l'ont rêvé, voire encore mieux. Donc, je vais pas à chaque fois qu'ils me demandent un truc, mais là, ça fait pas partie du devis. Donc, je fais les choses à cœur et sans compter et ça me dérange pas. Oui, parce que tu as aussi envie de faire les choses bien, en fait, tu aimes ton métier, Voilà. donc je comprends totalement ce que tu veux dire. Alors, est-ce que, donc là, on parle un peu des petits inconvénients du métier un peu qu'on a dans les prestations de services finalement. Tu es heureuse aujourd'hui? Ça correspond à ce à quoi tu t'attendais? Ah, franchement, oui, je suis tellement épanouie. Quand je te disais tout à l'heure que tous mes gros changements pro étaient venus suite à la maternité, bon, bah, clairement, Sparkly, c'est mon bébé, voilà, c'est mon troisième bébé. Non, je suis hyper contente parce que j'ai la chance d'évoluer avec du coup, même si j'ai pas d'équipe à moi, mes prestataires, c'est ce que je leur dis, les prestataires avec qui je travaille. Enfin, moi, j'ai vraiment à cœur de que la team du mariage, ben, ça soit une vraie équipe, quoi. Qu'on fédère, qu'on soit tous ensemble. Et c'est vrai que j'adore à chaque fois qu'on me dit, à chaque fois que je travaille sur un mariage avec toi, j'ai l'impression de faire partie de la team. C'est génial. On est vraiment, et donc, du coup, le fait de travailler avec des personnes déjà pleines de talent pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que ce soit des photographes, des vidéastes, des fleuristes, enfin, moi, ça m'épate. Alors, moi, quand je vais chiner sur Pinterest et que j'envoie mon mood board à des fleuristes et que là, tu les as au téléphone et qu'elles te disent oui, alors moi, j'ai pensé à ça, je dis oui, d'accord, je veux ça, je veux ça. Donc, voilà, que des gens hyper inspirés et passionnés. Bah moi ça me porte et encore une fois je pense que l'aventure Sparkly elle est d'autant plus jolie en tout cas à mes yeux, c'est que bah, j'ai eu la chance de travailler avec des couples mais tellement chouettes et j'ai encore cette chance de travailler avec des couples pour qui les jours J vont arriver qui sont mais tellement chouettes, enfin tellement compréhensifs. Et je pense que la base de tout, c'est la confiance. Et on le sent, moi je le sens, il y a toujours un petit déclic au bout du deuxième rendez-vous généralement. Tu sens qu'il y a eu un petit déclic quand j'ai vraiment réussi à les cerner et à catcher leurs envies et que bah, à chaque fois que tu fais des propositions, c'est en mode oh, c'est génial, mais on peut faire ça. Bah oui, on peut, oui. Oh oui, trop. Et là, tu sens que tu gagnes leur confiance et c'est génial, c'est hyper grisant de travailler comme ça. Donc oui, aujourd'hui, je suis hyper heureuse, surtout que bah enfin voilà, malgré le Covid, là j'ai pris le temps. On se disait que c'est important de prendre du temps pour soi. J'ai assisté à une comment on appelle ça déjà? Un workshop avec Aline de The Bee Boost qui fait des formations et qui. Ah oui, bah, je l'ai reçu dans le podcast. Ah bah génial! Ah bah tu vois, bah, j'ai eu la chance de faire son workshop sur faire le bilan 2020 et préparer 21. Et honnêtement, c'est génial parce que bah, j'ai pris le temps, grâce à ça, j'ai pris le temps de faire mon bilan. Et en fait, eh ben, je me suis dit, mais en fait, 2020, c'était pas si cata que ça, quoi. Le CA, malgré tous les reports, ça a été. Alors oui, ça aurait pu être du coup beaucoup mieux, mais finalement, ça va, c'est pas si cata, parce que finalement, j'ai pratiquement atteint mes objectifs. Donc, sachant que j'ai fait que 2 mariages sur 12, c'est pas si cata. Alors, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais pour gagner du temps? Je pense que déjà peut-être se faire plus confiance et s'écouter plus. Parce que il y a peut-être des projets et des choses enfin des décisions que j'ai prises où j'ai peut-être pas été assez smart dans mes choix. Bon, rien de grave, mais peut-être que des décisions où, voilà, plus s'écouter, je dirais, et peut-être alors, très important aussi, c'est dès le départ, bien s'entourer avec des personnes qui t'inspirent et qui vraiment génèrent en toi du Tain, c'est génial ce qu'elle fait et moi aussi je veux que enfin oui des personnes qui vont te tirer vers le haut parce que bah elles sans s'en rendre compte elles te génèrent tellement d'inspiration que bah du coup toi ça te booste, donc vraiment s'entourer de personnes qui te boostent. Et je pense que se former plus, alors se former, mais plus en trouver un rythme et une organisation. Moi, je pense que c'est encore aujourd'hui ce qui me coûte le plus, de vraiment trouver une organisation optimisée pour trouver un équilibre perso-pro.
parce que aujourd'hui Sparkly ça prend énormément de place dans ma vie. Alors j'ai la chance d'avoir des enfants grands, donc qui me demandent quand même moins de temps, d'avoir un mari qui m'épaule et qui me soutient, donc sur qui je peux beaucoup me reposer. Mais c'est vrai que, tu vois, là, pendant le confinement, je me disais, ouais, finalement, je me réveille Sparkly, je m'endors Sparkly, je mange Sparkly, enfin, bon. Donc, peut-être optimiser, j'aurais peut-être à refaire, j'aurais en tout cas optimisé plus sur une organisation type qui me permet d'être peut-être un peu plus efficace dans mes journées et peut-être aussi de moins me mettre de projets, quoi. Et alors, c'est toujours la question que je pose à la fin. Alors, c'est quoi pour toi une reconversion réussie? Pour moi, une reconversion réussie, c'est pouvoir être épanoui professionnellement et personnellement dans son nouveau métier. Ça, c'est vraiment pour l'aspect humain, de pouvoir vivre. Généralement, les reconversions, c'est toujours en rapport avec une passion. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir vivre de sa passion, je trouve que c'est tellement grisant, c'est hyper satisfaisant. Et, et d'un autre côté, je me rends compte que c'est pas le cas de tout le monde. Et en échangeant, j'ai eu l'occasion de participer à une formation donnée par des wedding planners à des wedding planners en devenir. Et il y a pas mal de fois la question qui est revenue, mais à partir de quand tu as réussi à te payer? Et c'est vrai que par rapport à la sécurité financière que j'avais avec le Pôle emploi et le lancement, enfin moi, dès le départ, dès que j'ai lancé Sparkly, j'ai toujours réussi à me dégager un salaire. Alors oui, ça aurait toujours pu être mieux, mais en tout cas, un salaire qui me permettait de vivre correctement. Et je pense que c'est ça aussi une reconversion réussie, parce que faut pas oublier que même si ça reste un métier passion, c'est quand même un business. Et c'est peut-être là, des fois, ce qui peut entacher la démarche. C'est-à-dire qu'avant on est avant tout des entrepreneurs, on est avant tout des business women qui doivent du coup vivre de ce métier. Alors oui, c'est un métier passion, mais c'est un métier qui doit aussi nous permettre de vivre. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il faut pas. Je trouve que la casquette d'entrepreneuriat, c'est pas inné, parce que finalement, tu as une passion, tu la développes, tu la lances, mais à côté de ça, il faut que tu aies une vraie âme d'entrepreneur. Et pour moi, une reconversion réussie, c'est quand tu arrives à vivre de ta passion avec la casquette d'entrepreneur et de concrétiser tout ça de manière personnelle et professionnelle et financière. Merci beaucoup Sylvie, franchement j'étais ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, franchement, plaisir partagé, c'était vraiment très très chouette cet échange. Et je mettrai tous les liens pour ton site, ton Instagram, si jamais il y a des auditeurs qui veulent se marier avec toi. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous pour aider vos proches à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe privé Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez me contacter ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose.